Bien, nous allons débuter cette webconférence. Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Je suis Olivier Geffroy, secrétaire général du groupe Monassier. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau live que nous consacrons ce soir au trust. Quelles conséquences civiles, fiscales et patrimoniales au droit français? Alors, les trusts est une institution anglo-américaine que nous regardons de ce côté-ci de l'Atlantique avec envie, avec aussi beaucoup de questionnements. Quelle est la définition du trust? À quoi sert-il? Quels en sont les principaux acteurs? A-t-on en France des institutions similaires? Quelles sont les traductions juridiques fiscales en France de trusts anglo-américains? Autant de questions qui sont soulevées par cette institution tout à fait originale et très utile en matière de protection du patrimoine, d'organisation des successions. Alors, pour éclairer ce sujet particulièrement complexe, qui nous fait basculer du droit anglo-saxon de la common law au droit continental et des interactions entre l'un et l'autre, il nous fallait des spécialistes chevronnés et j'ai une bonne nouvelle pour vous, et bien écoutez, nous les avons. Ils sont à Paris, à Rennes, à San Francisco ou en Suisse et ils sont ce soir avec nous et je voudrais les en remercier très chaleureusement. Je voudrais tout d'abord accueillir Paul Tour-Sarkissian. Bonsoir Paul. Bonsoir. Vous êtes à San Francisco et vous êtes véritablement l'homme de la situation parce que vous avez un pied de chaque côté de l'Atlantique, francophone, francophile. Vous êtes avocat au barreau de San Francisco et de New York. Vous avez fait une partie de vos études à Lyon ainsi qu'à San Francisco et vous êtes un avocat franco-américain spécialisé notamment dans les trusts, pas exclusivement, mais notamment dans les trusts, et vous avez écrit un ouvrage qui vous place véritablement au cœur du sujet, véritablement, c'est Trust américain et pratiques notariales, donc là, véritablement, vous allez pouvoir nous éclairer sur l'ensemble de ces sujets, et je précise évidemment que vous êtes membre du réseau international du groupe Monassier, donc bienvenue à vous. Merci. Français, j'ai envie de dire. Oui. Nous sommes accompagnés par Maître Éric Fouché. Bonsoir Éric. Bonsoir. Alors Éric est notaire associé à l'office Catou et Associés de Rennes, diplômé en droit des affaires évidemment et en droit notarial. Il est spécialisé dans l'ingénierie juridique et fiscale du patrimoine et sa transmission. C'est véritablement son cœur de métier. Et il est auteur d'un certain nombre d'articles, notamment sur les trusts, sur la transmission d'entreprise, sur le pacte du trade, bref, l'ensemble de ces problématiques. Donc, il est particulièrement, c'est un praticien éclairé de ces questions de trust et des interactions avec le droit français. Pour couronner le tout, si j'ose dire, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous ce soir le professeur Louis Perrault-Saucine. Bonsoir Louis. Bonsoir Olivier. Bonsoir à tous. Donc Louis, vous êtes professeur agrégé des universités et vous exercez actuellement à l'université Paris-Dauphine. Vous enseignez en France, mais aussi à l'étranger. Vous êtes docteur en droit et diplômé également d'Oxford. Vous êtes directeur du programme traduit en droit PSL, c'est-à-dire ces enseignants et ces étudiants en droit des universités de Paris-Dauphine, de l'ENA et de Normal Sup, si je ne m'abuse, et co-directeur du Master 303 Recherche et Innovation. Notamment, vous êtes membre du conseil scientifique de l'Université Paris-Dauphine et membre du comité scientifique, je me permets de le souligner pour m'en réjouir, du groupe Monassier. Voilà, donc vous avez également, parmi vos spécialités, parce qu'il y en a plusieurs, vous êtes un grand spécialiste du droit international privé, pardonnez-moi, et donc particulièrement habilité à commenter l'ensemble de notre sujet. Pour nous accompagner, Solène Roland. Bonsoir Solène. Bonsoir. Alors Solène est consultante au CEBRE du groupe Monassier, le centre d'études et de recherche du groupe Monassier. Elle sera l'animateur de cette soirée et je le remercie dès à présent. Elle sera la gardienne du temps et du temple. Gardienne du temps parce que je vous propose que notre exercice dure en gros 1 heure et qu'au terme au-delà de 19h, 19h15 grand maximum, chacun puisse, comme on le disait sur Canal+ à une époque, retourner à la vie normale. Voilà, donc je laisse
Solène, qui par ailleurs d'ailleurs est thésarde à l'Université de Paris-Dauphine, n'est-ce pas, sous la houlette d'Anne Carme en matière de dépendance, lancez le débat et je vous souhaite un très bon live du groupe Monacier. Merci à tous. Bonjour, merci de votre présence. Je vous propose de commencer sans plus tarder ce tour d'horizon des trusts. Alors, Maître Tour-Sarkissian, vous êtes donc avocat en Californie. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un trust? En réponse à votre question et pour une meilleure compréhension, je voudrais commencer avec une introduction sur l'origine des trusts. Le trust est né essentiellement au XIVe siècle dans le milieu féodal anglo-normand, ayant été conçu initialement sous la forme d'une institution appelée ius. Le chevalier qui partait aux croisades transférait la propriété de ses droits féodaux à un ami. In trust, c'est-à-dire en confiance. Celui-ci percevait ses droits féodaux in the use of the family, c'est-à-dire pour le compte de la famille du croisé. Le chevalier récupérait ses droits à son retour. Donc, ultérieurement, cette construction juridique s'est maintenue pour ses avantages pratiques et son utilisation est devenue très populaire dans l'Angleterre médiévale. Par exemple, la pratique des us permettait de soustraire les biens placés en trust des droits féodaux et même d'offrir une plus grande liberté dans le transfert des biens immobiliers. Juste une perspective aussi historique, selon l'opinion de certains auteurs, les us étaient eux-mêmes basés sur le droit romain des fidi commissum ou les waqf en droit musulman ou même les treuhand ou salman en droit allemand. Avec l'évolution et le passage d'une société féodale à une société plutôt industrielle, l'use médiévale a évolué vers la notion moderne des trusts. Voilà. Donc, dans les pays de common law, notamment aux États-Unis et aussi en Californie, les trusts sont pratiqués aussi bien dans le monde des affaires que dans l'ingénierie et gestion patrimoniale. Donc, à la notion de trust, en résumé, le trust se caractérise par la division des droits entre ce qu'on appelle le legal owner et le equitable owner. Donc, il s'agit d'un type particulier d'aménagement des droits de propriété. Il met en présence le constituant, nommé trustor ou settlor, ou un ou plusieurs trustees, personnes physiques ou morales, qui détiennent légalement les biens, legal owners, ce qu'on appelle les legal owners, et le ou les bénéficiaires, beneficiaries, qui détiennent le droit de jouir des biens placés en trust. Ils ont ce qu'on appelle le equitable ownership, equitable owners, et ceci selon les termes et conditions du trust. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le titre relatif au bien est établi au nom du trustee qui a le legal ownership. Donc, le trust donne naissance à une fragmentation du titre de propriété en séparant l'administration du bien de sa jouissance. Merci. Alors, vous avez parlé d'une fragmentation du titre de propriété. Maître Fouché, vous êtes notaire à Rennes, donc praticien du droit français. Connaît-on un mécanisme similaire dans notre droit? Effectivement, le droit français connaît un mécanisme similaire au trust et il s'agit de la fiducie. Elle a été instaurée par la loi du 19 février 2007 et la fiducie est un contrat faisant intervenir les mêmes personnes que dans un trust. On a un constituant qui transfère tout ou partie des biens qu'il possède à une autre personne, le fiduciaire, à charge pour celui-ci d'agir dans un but déterminé au profit d'un
troisième intervenant, le bénéficiaire. On retrouve donc cette même relation triangulaire avec éventuellement la désignation d'un protecteur comme en matière trustale. La fiducie permet donc d'organiser un transfert temporaire de propriété d'un ou plusieurs actifs, présents ou futurs, au profit d'un bénéficiaire à terme. Le fiduciaire les tient dans un patrimoine autonome et les administre pour le bénéfice de ses bénéficiaires. Bien que la distinction n'existe pas dans le Code civil, on parle assez souvent de fiducie gestion et de fiducie sûreté. Les premières, les fiducies gestion, ont pour but d'assurer la gestion d'un patrimoine. Par exemple, un chef d'entreprise qui souhaite protéger une partie de son patrimoine, privé ou professionnel. Et on peut avoir aussi des fiducies sûreté qui ont pour objectif l'affectation d'un patrimoine en garantie d'une créance. Et la fiducie sûreté est donc facilement utilisée dans des opérations de refinancement d'entreprise. Il y a trois différences majeures avec le trust. La première, c'est que la fiducie est un contrat, alors que le trust n'est pas un contrat, c'est une institution. La deuxième différence majeure avec le trust, c'est la neutralité fiscale de la fiducie. C'était un souhait de Bercy au moment de la mise en place de la fiducie. Le transfert de propriété du constituant vers le fiduciaire est une opération neutre, intercalaire d'un point de vue fiscal. Et donc, à titre d'exemple, si on apporte un actif immobilier en fiducie, ça ne génère pas d'impôt de plus-value. La troisième différence fondamentale avec le trust, c'est que, et là aussi c'était un souhait de Bercy, c'est qu'en aucun cas la fiducie ne puisse être un vecteur de libéralité. Et le Code civil l'interdit très clairement. Donc voilà, ce sont les trois différences majeures avec le trust. D'accord, donc on comprend bien qu'il n'y a pas d'assimilation parfaite entre le trust et la fiducie. Maître Toursarkissian, je me retourne vers vous. Quels sont les acteurs du trust? Comme je viens de le mentionner, le trust est essentiellement une relation triangulaire impliquant le transfert de propriété par un constituant nommé trustor ou settlor, selon la juridiction, à un trustee, un fiduciaire, pour le compte d'un ou plusieurs bénéficiaires. Dans certains cas, et essentiellement dans les trusts irrévocables, un quatrième acteur, qu'on appelle protector, le protecteur, est désigné par le settlor pour contrôler le trustee. Donc, sur la base d'un document constitutif, on appelle Declaration of Trust aux États-Unis ou Trust Deed au Royaume-Uni, le constituant transfère des actifs de son choix à un ou plusieurs personnes nommées trustees, lesquelles ont l'obligation de gérer et de les utiliser dans un but déterminé à l'avance par le constituant, le settlor, ce fameux trustor, en faveur d'un ou de plusieurs bénéficiaires en revenus nommés income beneficiaries ou des bénéficiaires de capital nommés remainder beneficiaries. Ces bénéficiaires se voient attribuer le bien ou les biens en cours de vie du trust ou à l'expiration du trust, évidemment selon les termes et conditions fixés par le trust et par le trustor. D'accord, alors vous avez parlé du trustee, et quel est le rôle du trustee exactement? Alors, le trustee est investi du pouvoir et chargé de l'obligation d'administrer, de gérer ou de disposer des biens selon les termes du trust et des règles particulières imposées au trustee par la loi applicable dans les différentes juridictions anglo-saxonnes. Le trustee peut être une personne à nouveau physique ou morale qui reçoit la propriété légale, donc a toujours ce legal title, soit lors d'un transfert du vivant du trustor, qu'on appelle inter vivos trust, soit à la mort si le trust est testamentaire,
qu'on appelle testamentary trust. Donc, le settlor, souvent dans un trust révocable, se désignera lui-même de son vivant, portant ainsi la double casquette de constituant et de trustee, et se conférant ainsi le contrôle des biens titrés au nom du trust. D'accord, donc vous avez aussi évoqué le successeur trustee. Est-ce que vous pouvez nous indiquer comment ce successeur trustee est généralement choisi? Alors, le settlor va désigner un successeur trustee, une personne de confiance, une ou plusieurs personnes physiques, membres de famille, des trustees professionnels ou personnes morales qualifiées comme le trust department d'une banque ou d'une institution financière. Donc, le settlor, lorsque le settlor est le trustee, les successeurs trustees vont prendre la relève au décès du settlor ou à son incapacité, lors de son incapacité. Merci. Vous avez évoqué le constituant, le trustee. Vous avez aussi parlé de protecteur. Oui. Vous pouvez nous en dire plus sur cette notion de protecteur? Oui, le protecteur, généralement, intervient dans les trusts irrévocables. En quelques mots, le protecteur d'une personne qui peut être institué par le trustor pour contrôler essentiellement le trustee. Merci, Maître Toursarkissian, pour cette description des acteurs du trust. J'aimerais maintenant qu'on évoque les catégories de trust. Alors, quand on parle de trust, on a plusieurs termes qui reviennent. Trust inter vivos, trust testamentaire, trust révocable et irrévocable. Pouvez-vous nous en dire plus sur les différences entre ces différentes catégories? Alors, commençons avec les trusts. Il y a les trusts qu'on appelle les express trusts, donc constitués par la volonté du settlor ou par le résultat de l'effet du droit, implied trust. Donc, il y a les trusts inter vivos créés du vivant du constituant, ou un trust testamentaire qui est souvent inclus dans le testament du trustor. Donc, le trust peut aussi être révocable ou révocable. Le trust le plus couramment utilisé dans la planification successorale est le trust révocable. Entre vifs, qu'on appelle inter-vivos, revocable trust ou revocable living trust. Cela veut dire que le trust est vivant parce qu'il est établi du vivant du trustor. En général, le trust reçoit l'actif du trustor avant son décès. Il est révocable car le trustor se réserve le droit de modifier ou de résilier, d'annuler le trust de son vivant selon les règles prévues dans le document constitutif du trust. Donc, comme je l'ai dit, le trust peut être aussi irrévocable. Dans un trust irrévocable, le transfert de propriété au trustee, donc le legal title, est définitif. Le constituant perd le contrôle sur les biens mis en trust. Pour déterminer le traitement fiscal des trusts irrévocables, la question décisive est de savoir si le trustor est définitivement dessaisi ou détaché des biens en créant le trust ou s'il a consacré une emprise et un contrôle sur les biens du trust. Merci, Maître Toursarkissian, pour cette présentation du trust. Alors, de manière plus concrète, à quoi sert un trust? Alors, je vais vous laisser la parole pour cette question. Bien entendu, vous êtes un spécialiste de la matière. J'aimerais par la suite, si vous le voulez bien, qu'on recueille l'expérience de Maître Fouché sur cette question, car il a, me semble-t-il, à connaître de cet outil dans ses dossiers. Je vous laisse la parole, Maître Toursarkissian, pour commencer. Alors, l'utilisation des trusts dans les pays anglo-saxons et notamment aux États-Unis est très répandue dans le domaine des affaires et surtout dans le domaine financier. Donc, les trusts d'investissement
et qu'on appelle business trust et les placements financiers, investment trust, forment une catégorie très nombreuse, très ancienne. Et aussi les trusts utilisés en matière de gestion de patrimoine, pour la planification successorale, l'optimisation fiscale ou encore la protection des biens. Et pour mieux comprendre la finalité des trusts dans la planification successorale, il faut les replacer dans le contexte des successions. Par exemple, le règlement d'une succession aux États-Unis et notamment les aspects de procédure dépendent de 3 facteurs. La composition du patrimoine du défunt, l'existence ou non d'un testament, l'existence ou non d'un trust. Donc, afin de liquider une succession et de déterminer les droits de chaque héritier, il convient donc de commencer par déterminer le patrimoine du défunt. Le système américain, généralement le système anglo-saxon, est un système de succession aux biens. Donc la succession n'est pas directement dévolue aux héritiers, comme en France. Ils héritent d'un patrimoine net après qu'une tierce personne aura été chargée de l'administrer, généralement sans contrôle judiciaire. Ainsi, s'il s'agit d'une succession testamentaire, c'est le juge, dans le cadre de la procédure judiciaire de probate, qui désigne une tierce personne chargée d'administrer la succession, de rassembler l'actif, de liquider le passif, avant de répartir le reliquat entre les héritiers. Toutefois, en présence d'un trust, et là l'avantage d'un trust, c'est le trustee ou successeur trustee qui prend la relève pour gérer et distribuer l'actif du trust sans l'intervention d'un juge en l'absence d'un contentieux, d'un litige. Donc pour enchaîner et donner rapidement le rôle et l'avantage des trusts en matière de planification patrimoniale, serait d'éviter le probate, comme je l'ai dit, et ainsi économiser les frais d'administration de la succession. En général, l'administration du trust est beaucoup plus simple et plus rapide et souvent moins onéreuse. Il n'y a pas de conflit. 2, d'assurer la continuité sans la gestion des investissements, la gestion des investissements sans interruption, car dans une procédure de probate, il y a toujours une interruption parce qu'il faut nommer un représentant testamentaire ou un administrateur testamentaire s'il n'y a pas de testament. 3, de préserver la vie privée. Les procédures de probate sont publiques, alors que l'administration des trusts n'est pas publique. De centraliser, donc 4, de centraliser la gestion des biens après le décès du constituant. 5, de protéger les personnes vulnérables et les mineurs, leur assurant des revenus et évitant qu'elles délapident les biens si elles sont responsables ou mal conseillées. Aussi de diminuer ou exclure l'imposition au décès du constituant. Et enfin, d'éviter de créer une situation d'indivision après le décès du constituant du trustor. Voilà en résumé le rôle et les avantages des trusts, notamment aux États-Unis et en Californie. Merci, Maître Toursarkissian. Maître Pouchet, quel est votre retour d'expérience de notaire en France sur les utilités du trust? Alors, en matière notariale, nous n'avons pas à connaître de trust d'affaires, comme l'évoquait Maître Toursarkissian. Nous avons surtout à connaître de trusts qui sont mis en place dans le cadre d'organisation patrimoniale et de planning ou de transmission patrimoniale. Et il y a dans les trusts, alors ce sont souvent des Français qui, à un moment de leur vie, vivent dans un pays anglo-saxon et reviennent 10, 15, 20 ans plus tard en France, finir leur vie et reviennent à ce moment-là avec dans leur bagage un trust qu'il faut gérer. Et les 3 raisons qui recoupent en partie celles évoquées sont les suivantes. La première, c'est de confier la gestion d'un patrimoine à une personne compétente, parce qu'il y a des questions techniques, il y a des difficultés particulières et aucun des membres de la famille n'est en capacité de le faire. Donc, c'est le constituant choisit la personne morale, la trust company,
qui a les compétences pour gérer ce patrimoine. Le deuxième motif, c'est la gestion, ou en tout cas le souhait de ne pas dilapider un patrimoine important et d'organiser une transmission sur 2 voire 3 générations. Et la troisième raison qui a été évoquée, c'est la volonté de protéger un enfant parce qu'il est incapable ou parce qu'il est encore jeune. Et donc, c'est d'organiser la mise en place d'un revenu au profit de cet enfant majeur, incapable ou mineur, aussi longtemps que cela est nécessaire. Merci à tous les deux pour cette présentation du trust et de ses usages. Je me tourne vers vous, monsieur le professeur. Vous êtes donc universitaire et spécialiste du droit international privé. Les trusts sont-ils reconnus en France? Et si la réponse est positive, à quelles conditions? Alors, on a vu là un instant que le trust était finalement assez étranger à notre tradition juridique. Et on pourrait légitimement penser que, du coup, il y aurait des obstacles à la reconnaissance de ces trusts pour cette raison même. Alors, la réalité est un petit peu plus nuancée et je vais précisément y venir. Alors, il y a un principe très simple, c'est un principe de reconnaissance du trust constitué à l'étranger à partir du moment où ce trust a été constitué selon une loi étrangère qui connaît précisément l'institution du trust. Donc, ça veut dire qu'on peut très bien se trouver dans une hypothèse où un trust a été constitué, par exemple, aux États-Unis et pourra produire ses effets sur des biens en France, si précisément ces biens sont inclus dans ce trust. On a donc un principe général de reconnaissance. L'ordre juridique français a finalement un intérêt à ce que ces relations économiques qui se sont nouées à l'étranger puissent être reconnues en France. Mais ce principe, et c'est ça qui est important, c'est pas un blanc-seing qui est donné au constituant du trust pour faire un peu ce qu'il veut en France. Et le droit français va en quelque sorte conserver le contrôle, poser des conditions concrètes d'introduction de ce trust étranger sur le territoire français. Alors, ce contrôle, il va s'opérer en 2 temps et on va d'abord regarder ce qui se passe selon le droit étranger et puis on va regarder ensuite ce qui se passe selon le droit français. Si on commence par regarder ce qui se passe selon le droit étranger, on va vérifier bien sûr précisément que le trust est valable selon la loi qui a institué le trust. Évidemment, on pourrait difficilement imaginer qu'un trust constitué en Californie ne réponde pas aux conditions de la loi californienne. On va aussi regarder l'acte constitutif du trust pour essayer de comprendre la volonté du constituant, ce qu'il a cherché à faire en mettant en place le trust, et puis en particulier en ce qui concerne quelle était sa volonté concernant les biens qui se trouvent en France. Et puis ensuite, on va regarder, deuxième étape, ce qui se passe en droit français. Et en droit français, on va faire un travail de traduction juridique. Alors, la difficulté à laquelle on se trouve confronté, c'est qu'il y a un principe de droit international privé qui est que la loi française est compétente, exclusivement compétente, pour fixer les règles concernant la propriété et les démembrements de propriété des biens qui se trouvent en France, qui sont situés en France. Donc, on voit bien la difficulté. On se trouve ici devant l'obligation de traduire en droit français cette forme de double propriété dont nous a parlé Paul Tour-Sarkissian en droit français. Et c'est là qu'est, j'allais dire, l'élément un peu peut-être difficile ou l'élément un peu subtil, c'est que on va être obligé de procéder à ce qu'on appelle une adaptation. On va être obligé de se poser la question de savoir, mais ce trust tel qu'il a été imaginé par le constituant, comment il va se traduire en droit français puisque c'est le droit français qui régit le droit des biens. Alors, si la traduction n'est pas possible, le trust ne pourra pas produire d'effet en France. Donc, on comprend bien qu'on a tout intérêt à trouver un moyen de mettre en œuvre cette adaptation et de parvenir à une traduction juridique des droits créés par le trust. Alors, la difficulté, c'est qu'il faut trouver une voie moyenne entre 2 exigences. D'une part, il ne faut pas dénaturer la volonté du constituant du trust, et d'autre part, il faut respecter la nomenclature des droits réels telle qu'elle a été fixée par le droit français. Alors, on voit la difficulté, on voit que l'intérêt qu'il peut y avoir à être entouré des conseils d'un professionnel aguerri pour procéder précisément à cette adaptation. Alors, si j'ai encore un petit peu de temps, j'ajouterais peut-être qu'un exemple pourrait permettre de mieux comprendre. Un exemple tout simple, on peut imaginer
un citoyen américain domicilié aux États-Unis et qui serait propriétaire d'un appartement à Paris et on pourrait imaginer que par testament, il ait placé cet appartement dans un trust en déclarant que ce bien reviendra à ses 2 enfants, mais sous réserve qu'un droit d'usage, un life use, soit instauré au profit de son épouse. Et on précise dans l'acte constitutif du trust que l'épouse paiera les dépenses courantes afférentes à l'appartement et qu'en cas de vente, le produit de la vente reviendra à l'enfant. Alors, quand on regarde ce type d'exemple, on voit très bien comment le problème va se poser. Est-ce que dans l'exercice de traduction de ces droits en droit français, on va considérer qu'il s'agit d'un droit d'usage et d'habitation ou bien qu'il s'agit d'un droit d'usufruit? Alors, on va scruter évidemment la volonté du constituant, et c'est en scrutant la volonté du constituant qu'on pourra raisonner. Ici, le fait que le prix de vente du bien immobilier revienne aux enfants en cas de vente du bien est un indice qu'il faut sans doute écarter la qualification d'usufruit pour considérer ici que le trust organise une forme de dévolution aux 2 enfants avec attribution d'un droit d'usage à l'épouse. C'est vraisemblablement la lecture la plus raisonnable qu'on pourrait faire de la situation. Voilà, je terminerai simplement en ajoutant que sur la question de cette reconnaissance, il y a une convention internationale, il y a une convention de La Haye du 1er juillet 1985, et que c'est une convention qui n'a pas été, qui n'est pas entrée en vigueur en France. Donc on se passe de cette convention et on arrive malgré tout à reconnaître le trust en dépit de la non-reconnaissance de cette convention en France. Merci, monsieur le professeur. Vous avez évoqué la notion de loi applicable. Tout à l'heure, maître Toursarkissian nous expliquait que le trust pouvait être testamentaire. Comment conjuguer la loi applicable au trust et la loi applicable à la succession, justement dans ce cas où le trust est testamentaire? Alors, c'est sans doute une des difficultés principales à laquelle on est confronté lorsque on a affaire à un trust et qu'on doit précisément le regarder du point de vue du droit français. Alors, lorsque ce trust est institué en vue d'organiser une succession, c'est précisément la question que vous me posez, notamment lorsqu'il est testamentaire, il va falloir combiner la loi applicable au trust, celle qui a permis sa constitution, et la loi applicable à la succession, puisque précisément le droit international privé distingue entre ces 2 lois différentes. C'est une question importante parce que, pour donner un simple exemple, on peut imaginer qu'un trust, au même titre qu'une libéralité, il peut être affecté par la loi successorale qui viendrait par exemple limiter la liberté de disposer du constituant. Alors, cette question d'articulation de la loi applicable au trust et de la loi successorale, elle est fondamentale et elle suppose de préciser un petit peu les données du problème avant précisément de mettre en œuvre cette articulation. On a 2 lois qu'il faut d'abord identifier avant de les faire se rencontrer. Alors, ces 2 lois, ce sont la loi du trust. La loi applicable au trust, c'est la loi du pays de sa constitution. Si le trust est volontaire, ça sera souvent la loi d'autonomie, la loi choisie par le constituant. Ça veut dire qu'un trust constitué en Californie sera soumis à la loi californienne de constitution. Alors, quant à la loi applicable à la succession, le texte auquel il faut se référer, c'est le règlement succession sur les successions internationales, le règlement européen du 4 juillet 2012, qui est rentré en vigueur en France, enfin qui est rentré en vigueur en Europe le 17 août 2015. Et ce texte prévoit un principe et puis des aménagements. Le principe, c'est que la loi successorale, c'est la loi du dernier domicile du décujus. Mais il y a des tempéraments. Il y a d'abord l'hypothèse où le décujus a choisi, comme lui autorise le règlement, la loi applicable à sa succession et a désigné à cet effet sa loi nationale. Mais il y a aussi d'autres hypothèses, celle dans laquelle le juge pourrait être, ou le notaire, pourrait décider d'écarter cette loi de la dernière résidence habituelle du décujus, par exemple, s'il y a une loi qui entretient des liens les plus étroits avec la succession que la loi de la dernière résidence habituelle du décujus. Voilà, on a nos 2 lois, comment vont-elles s'articuler?
Alors, bien sûr, l'articulation de ces deux lois n'a de sens que si, bien entendu, elles ne sont pas les mêmes. Et la question va se poser en particulier si un trust contient des biens situés en France. Alors, si la loi du trust et la loi successorale diffèrent, on va avoir encore une fois des difficultés d'articulation entre la loi successorale et la loi du trust. Les directives d'interprétation sont toujours les mêmes. Il faut d'une part respecter la volonté du constituant, telle qu'elle résulte de l'acte du trust, et puis il faut ne pas dénaturer autant que possible ce trust, et donc le faire rentrer dans, en quelque sorte, le lit de Procuste de la loi successorale. Bref, on va devoir réfléchir en termes d'équivalence des institutions, et on va devoir faire un exercice de comparaison entre ce que contient le trust d'une part et ce que prévoit la loi applicable à la succession. Alors, on peut donner un exemple. Par exemple, les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire. On peut imaginer qu'un trust, par exemple californien, désigne un exécuteur testamentaire. Cet exécuteur testamentaire, selon le droit américain, et là évidemment je parle sous le contrôle de Maître Tour Sarkissian, il va la plupart du temps avoir des pouvoirs beaucoup plus larges que ceux de l'exécuteur testamentaire en France. Donc, si la loi française est la loi successorale, eh bien, il est tout à fait possible qu'à ce titre, elle vienne restreindre ces pouvoirs très larges qui lui ont été conférés par la loi constitutive du trust. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette question d'articulation. D'accord. Et alors, vous avez évoqué cette question et je pense que c'est une question que beaucoup se posent. Est-ce que les trusts permettent d'éluder les mécanismes successoraux relativement stricts du droit français? Vous avez évoqué l'exécuteur testamentaire, également la question de la saisine ou de la réserve héréditaire. Alors, je crois qu'ici, on touche à certaines difficultés, mais aussi peut-être certains fantasmes que suscite le trust en droit français. Alors, la question posée est de savoir si la constitution d'un trust à l'étranger permet de contourner un certain mécanisme caractéristique du droit français. On a parlé, vous avez parlé de la réserve notamment. Alors, je crois qu'il faut d'abord préciser l'hypothèse avant d'envisager les différents cas de figure. Si la loi successorale est la loi française, en réalité, le problème ne pourra pas vraiment se poser, puisque la loi française veillera à garantir l'intégrité des institutions dont on vient de parler. La question n'a de sens en réalité que si la loi successorale est une loi étrangère, et en particulier, ce sera le cas le plus fréquent, enfin le plus évident, si la loi en question, la loi successorale, est la loi constitutive du trust. Typiquement, si on a un trust constitué en Californie avec un constituant qui est, ou un décujus plutôt, qui est une personne elle-même établie en Californie et qui possède par exemple des biens en France, dans cette hypothèse-là, on pourrait éventuellement avoir une question qui va se poser. Alors, je vais peut-être insister sur la réserve héréditaire, parce que sur la réserve héréditaire, on a de la jurisprudence maintenant très claire de la part de la Cour de cassation française. La jurisprudence française est particulièrement claire et lorsque la succession est soumise à une loi successorale étrangère qui ignore la réserve héréditaire, comme par exemple le droit californien, le trust qui serait constitué sous l'empire de ce droit étranger peut, en principe, permettre d'écarter les effets de la loi française sur la réserve héréditaire. Ça résulte en particulier de deux décisions bien connues de la Cour de cassation du 27 septembre 2017. Alors, ça a une incidence très claire. Ça veut dire que le simple fait que des biens successoraux se trouvent en France ne permettra pas de faire respecter la réserve héréditaire de droit français sur ces biens situés en France. Alors, j'ajoute tout de suite que ce principe que je viens d'énoncer s'accompagne d'un certain nombre de tempéraments. La Cour de cassation a par exemple expliqué que cette loi successorale étrangère pourrait être écartée sur le fondement de l'ordre public international français, et ce, au profit de la loi française, s'il était avéré que l'un des héritiers était dans une situation de précarité économique ou de besoin.
Donc, on comprend bien, on va faire jouer dans cette hypothèse à la réserve héréditaire un rôle en quelque sorte alimentaire. Et puis, il y a un deuxième tempérament qu'il faut signaler, ça serait celle dans laquelle le trust aurait été constitué dans l'unique intention de contourner les dispositions du droit français. On a un exemple jurisprudentiel un peu vieux qui date de 1985 où la Cour de cassation a privé des faits un trust constitué sous l'empire de la loi new-yorkaise au prétexte qu'il n'avait été constitué que pour échapper à l'application de la loi française et donc pour permettre d'éluder l'application des dispositions en matière de réserve héréditaire. Très bien, merci. Maître Toursarkissian, je vous vois acquiescer aux paroles du professeur Perrot-Saucine. Vous avez quelque chose à ajouter sur cette question? Je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter puisque le professeur Perrot-Saucine a bien couvert la question, mais je dirais que en pratique, dans la rédaction des trusts et des testaments, le point le plus important, c'est la résidence habituelle, détermine la résidence habituelle du constituant pour justement déterminer la loi applicable, la loi successorale applicable, pour éviter justement ces conflits de droit, ou le choix de loi selon l'article 22 du règlement européen qui est rentré en vigueur le 17 août 2015, où on peut choisir la loi de sa nationalité. Et souvent, en pratique en Californie, lorsqu'on a la double nationalité, la nationalité américaine ou française, on choisit la loi américaine pour justement éviter les questions de la réserve héréditaire, avec les exceptions que monsieur le professeur vient de dénoncer. Voilà. Merci à tous les deux pour ces précisions sur cette question tendance. Alors, le temps file et nous allons passer aux questions de fiscalité. Une dernière question juridique. Est-il possible de transférer un immeuble détenu en France dans un trust américain? Est-ce que, au niveau de la publicité foncière, nous n'avons pas quelques difficultés? Monsieur le professeur, peut-être que vous pouvez nous donner votre avis sur cette question et puis on pourra entendre par la suite Maître Fouché sur les aspects plus pratiques. Alors, on va effectivement avoir une difficulté. Alors, on a bien compris que des biens qui se trouvaient en France pouvaient être transférés dans un trust de droit américain, moyennant quelques précautions. Et bien évidemment, il va falloir remplir, si l'immeuble évidemment est situé en France, il va falloir remplir les règles, enfin, en tout cas, procéder aux règles, aux mesures de publicité foncière. Alors, premier point, on a beaucoup parlé de loi constitutive de trust, de loi successorale. Il faut tout de suite dire qu'il y a un principe tout simple, c'est que les questions de registre foncier ne relèvent pas de la loi successorale. Le règlement sur les successions internationales qu'on vient de mentionner exclut de son champ d'application ces questions-là. Donc, il est très clair, toute question relative à la publicité foncière d'immeubles situés en France relève de la loi française au titre de la loi de situation des biens. Alors, la difficulté, elle va tenir en particulier aux énonciations qui doivent figurer dans le fichier immobilier. Le décret de 1955 qui régit la publicité foncière nous dit que le fichier immobilier doit présenter la situation actuelle des immeubles et du coup, on va être obligé, enfin, on est vivement encouragé à essayer de faire en sorte que ce qui figure dans le fichier immobilier correspond au plus près à la réalité. Et donc, il est souhaitable, dans la mesure du possible, de faire figurer dans ce fichier les droits du trustee et les droits du bénéficiaire. Alors, pour ce faire, eh bien, on va être obligé de faire la même chose que ce qu'on fait en matière de succession, procéder à une adaptation. Alors, quelquefois, ça peut être difficile à accepter de la part de la publicité foncière, mais adapter la situation aux particularités du trust, ça veut dire faire figurer, encore une fois, le trustee et le bénéficiaire dans le fichier immobilier et prévoir dans l'attestation immobilière, éventuellement,
un exposé des motifs qui va détailler, expliquer la situation, puisque précisément elle est inhabituelle au regard de la situation de la publicité foncière française. Merci, monsieur le professeur. Maître Fouché, quelle est votre expérience sur cette question? Alors, la question est la même qu'en matière de fiducie et effectivement, la publicité foncière admet qu'on publie un acte au nom d'une fiducie dès lors qu'on mentionne le constituant, le fiduciaire et le bénéficiaire. C'est assez logique en matière de fiducie. En matière de trust, ça l'est un peu moins parce que ça méconnaît le fonctionnement d'un certain nombre de trusts. Si le trust est révocable, par exemple, le bien qui est mis en trust n'aura peut-être jamais vocation à atterrir dans le patrimoine des bénéficiaires. Donc, de mentionner des bénéficiaires n'a pas beaucoup de sens. Lorsqu'on a un trust discrétionnaire, le trustee peut à tout moment décider d'attribuer le bien à tel ou tel bénéficiaire sans que le bénéficiaire qui n'aurait aucune part dans cet actif immobilier n'ait rien à redire. Même chose si le trustee discrétionnaire décide de vendre l'actif, il n'a aucunement l'accord des bénéficiaires à solliciter. Donc, on a effectivement un devoir d'adaptation pour respecter les exigences de la publicité foncière, mais ça n'est pas très simple parce que la réalité des trusts ne s'adapte pas toujours à ces exigences de publicité. Merci à tous les deux pour ces réponses afférentes aux aspects juridiques du trust, en tout cas de la réception en France du trust. Maître Fouché, quels sont les principes de taxation? Voilà, si on doit passer aux questions de fiscalité, quels sont les principes de taxation afférents au trust? Alors, dès lors qu'on a un trust qui touche un constituant ou des bénéficiaires français, on a trois typologies ou trois impôts pour lesquels on va s'interroger. Le premier, c'est la fiscalité des revenus. Le deuxième, c'est la fiscalité IFI ou prélèvement sui generis, le remplaçant de l'ISF. Et le troisième sujet en matière de fiscalité, ce sont les droits de mutation à titre gratuit. Concernant les revenus, c'est une solution qui est ancienne, qui est antérieure à la loi de 2011 et qui prévoit une absence de transparence. C'est-à-dire que les revenus qui sont générés par le trust ne sont pas fiscalisés tant qu'ils ne sont pas distribués aux bénéficiaires. C'est l'article 120, 9e du CGI qui traite de la question. Il y a fiscalisation des revenus lorsqu'ils sont distribués seulement aux bénéficiaires. Et depuis le 1er janvier 2018, ce revenu distribué est passible d'un prélèvement forfaitaire unique au taux global de 30%, avec une possibilité d'option pour le barème progressif. Suite à l'entrée en vigueur de la loi de 2011, dont on reparlera tout à l'heure, la définition du terme produit vise à la fois les revenus et les gains, mais exclut la notion de capital. Donc la remise de capital au constituant n'est pas taxable au titre de l'impôt sur le revenu visé par l'article 120, 9e. On a une difficulté pratique, on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail, mais sur la notion de produit dit capitalisé, ça pose pour les praticiens des sujets, des questions. Le revenu est fiscalisé, c'est un réflexe qu'on doit toujours avoir en matière de fiscalité internationale. Existe-t-il une convention entre la France et le pays concerné? Elle existe entre la France et les États-Unis. Elle existe entre la France et le Canada également, et le Canada prévoit expressément un mécanisme de crédit d'impôt pour éviter les doubles impositions. Donc cela signifie concrètement que l'impôt payé au Canada viendra s'imputer sur l'impôt dû en France. Donc là, on a évoqué la fiscalité des revenus. La fiscalité du patrimoine, donc c'est l'article 885G ter du CGI qui traite de la question et qui prévoit une imposition des biens qui sont placés en trust pour leur valeur vénale au 1er janvier de l'année d'imposition. La loi de 2011 est venue créer une fiction, une notion de transparence. Donc le redevable de l'IFI, de l'impôt sur la fortune immobilière, est le constituant ou le bénéficiaire qui est réputé constituant. Puisque tant que le constituant est vivant, c'est lui qui est redevable de l'IFI,
Et au décès du constituant, ce sont les bénéficiaires qui deviennent constituants pour les besoins de l'application de l'article 885G du CGI. Et donc, le droit français, le droit fiscal français crée une fiction pour s'assurer que les actifs qui sont placés en trust restent toujours assujettis à l'IFI, même si cela méconnaît le fonctionnement fondamental du trust. Il n'y a plus de distinction sur les caractéristiques du trust, qu'ils soient discrétionnaires ou irrévocables, et sans incidence en matière d'IFI sur l'application de l'article 885G du CGI. L'assiette de l'IFI, de façon assez logique, comprend, dès lors qu'on a un constituant ou un bénéficiaire réputé constituant, l'assiette de l'IFI comprend tous les actifs immobiliers qui sont détenus par le trust, qu'ils soient en France ou à l'étranger. Et dès lors que le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant n'est pas domicilié en France, l'assiette de l'IFI ne comprendra que les actifs immobiliers situés en France. En matière de trust, il y a une spécificité, c'est le prélèvement sui generis qui vient sanctionner, on va dire, l'absence de déclaration IFI. C'est un prélèvement dont on reparlera s'il y a des questions à ce sujet. Ce prélèvement vient imposer le patrimoine qui n'aurait pas été déclaré à l'IFI ou si le bénéficiaire ou constituant n'a pas rempli ses obligations déclaratives dont on reparlera tout à l'heure. Comme en matière de revenus, il faut se poser la question de l'existence de conventions fiscales internationales. Il en existe en matière d'impôt sur la fortune avec les États-Unis et le Canada. Elles ont été signées, ratifiées à une époque où même l'ISF n'existait pas, je pense. A fortiori, elles ont été ratifiées, mises en place à une époque où l'IFI n'existe pas. Se pose la question donc de savoir si ces conventions restent applicables. Assez souvent, elles prévoient que les conventions prévoient qu'elles visent également les impôts similaires analogues qui pourraient être créés postérieurement à l'entrée en vigueur de la convention en question. Donc, on peut raisonnablement penser que l'IFI est un impôt similaire analogue à l'ISF et qu'elles peuvent continuer à s'appliquer à l'IFI aujourd'hui encore. L'absence de déclaration, on l'a dit, c'est le prélèvement sui generis, on en reparlera si on a un peu plus de temps tout à l'heure. Troisième sujet en matière de fiscalité, ce sont les droits de mutation à titre gratuit. Et là encore, la loi de 2011 est venue écraser les subtilités du trust et fonctionne par transparence et considère que dès lors qu'il y a décès du constituant, il doit y avoir une fiscalité applicable, droit de mutation à titre gratuit. Il faut analyser le trust, il faut analyser les conséquences ou le dénouement du trust au moment du décès pour connaître la fiscalité applicable en l'espèce. Dès lors que le trust peut être analysé ou assimilé à une donation ou à une succession, il y aura des droits de mutation à titre gratuit à payer, à liquider, en suivant le barème et le lien de parenté que l'on connaît. Si la part déterminée collectivement au profit de plusieurs descendants n'est pas distribuée, il y aura une fiscalité de 45%, et dans les autres cas, on arrivera jusqu'à une fiscalité de 60%. Donc, il est important d'analyser les conséquences du trust et bien adapter, encore une fois, transcrire, traduire les effets de ce trust pour liquider correctement les droits de donation ou les droits de succession afférents à un trust, qu'il se dénoue ou qu'il ne se dénoue pas. Là aussi, c'est un élément qui n'est pas déterminant dans la liquidation des droits. Il existe une convention, là encore, entre la France et les États-Unis en matière de succession et, à notre sens, elle s'applique. Le trust, pour les besoins de la convention, est une personne à part entière de droit américain
et elle peut revendiquer l'application de cette convention. Et donc, il est nécessaire à ce moment-là d'analyser le contenu, les actifs placés en trust et actif par actif, déterminer s'ils sont ou pas taxables en France. Merci, Maître Fouché. Alors, vous n'êtes pas entré dans les détails du prélèvement sui generis, car nous arrivons effectivement bientôt au terme de cette webconférence. D'ailleurs, nous allons bientôt prendre des questions du public. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. J'ai une dernière question pour vous, Maître Fouché, en quelques mots. Pouvez-vous nous indiquer quelles sont les obligations déclaratives, s'il y en a bien évidemment, afférentes aux constituants ou aux bénéficiaires du trust? Effectivement, la loi de 2011 a instauré également une obligation déclarative qui pèse sur le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant. Ça a été codifié à l'article 1649 AB du Code général des impôts et ça implique tous les ans de déclarer les actifs placés en trust et ça oblige également à déclarer tous les événements qui touchent à la création, à la vie, à la fin d'un trust auprès de l'administration fiscale. Initialement, la sanction était extrêmement lourde puisque c'était une amende de 12,5% des actifs placés en trust qui a été déclarée contraire à la Constitution. Et donc, aujourd'hui, il reste simplement l'amende de 20 000 € pour manquement à cette obligation déclarative. Merci à tous les trois pour votre présentation. Les choses sont davantage claires s'agissant des aspects juridiques et fiscaux des trusts. Alors, je vous propose d'attendre quelques instants pour prendre quelques questions du public. Il y en a qui vont probablement arriver. Je vous les adresserai. Alors, j'en ai une qui arrive. Le trustee doit-il percevoir une rémunération? Je ne sais pas lequel d'entre vous, peut-être vous, Maître Tour-Sarkissian, êtes le plus à même de répondre à cette question? Typiquement, le trust et la déclaration de trust, ou le trust deed au Royaume-Uni, va prévoir que le successeur trustee, si le trustee initial n'est pas le constituant, donc le successeur trustee, ou le trustee qui agit en tant que trustee serait rémunéré. Et il y a un barème, par exemple dans notre juridiction, la jurisprudence prévoit une rémunération raisonnable si cette rémunération n'est pas spécifiquement mentionnée dans la déclaration de trust. Merci, Maître Tour-Sarkissian. J'attends de voir si on a d'autres questions du public. On en a une qui est arrivée. Une personne se demande s'il est possible que le trustee soit français. Je ne sais pas qui veut prendre cette question. La question est une question d'actualité parce que souvent les les résidents français qui viennent vivre aux États-Unis ont des membres de la famille en France et veulent nommer un trustee résident en France. Cela est possible en droit civil. On peut nommer une personne physique ou morale de son choix. Le problème, c'est le côté fiscal. Et en droit fiscal aux États-Unis, avoir un trustee étranger pose des problèmes au niveau de l'imposition des trusts aux États-Unis. Donc, en droit civil, c'est possible. En droit fiscal, ce n'est pas recommandé en pratique. Parce que l'imposition des trusts avec un trustee étranger, donc l'imposition des trusts suit la résidence du trustee, pose des problèmes au niveau de l'imposition des trusts. Je ne parle que des États-Unis, évidemment. Merci pour cette réponse. Nous n'avons pour l'instant pas d'autres questions du public. De toute façon, nous arrivons au terme de cette heure de webconférence. Je vais laisser la parole à Monsieur Geffroy. Oui, merci beaucoup Solène. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live sur les trusts et les interactions entre cette institution anglo-américaine et nos belles institutions continentales françaises. Je voudrais remercier tout particulièrement Paul Tour-Sarkissian, dont je sais qu'il a des obligations qui sont minutées à San Francisco. Il nous l'a dit en aparté tout à l'heure, donc je vais le libérer
sans plus tarder. Remercier beaucoup également Éric Fouché, qui nous a fait l'amitié d'être présent, et puis également Louis Perrault-Saucine, qui est sous le soleil suisse et que je vais également remercier très chaleureusement pour sa présence, sans oublier bien sûr Solène Roland, qui a animé ce live de main de maître. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, de très bonnes vacances également. Nous aurons l'occasion de nous retrouver pour d'autres lives et d'autres aventures après la coupure estivale. Merci à toutes et à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.